jardin botanique de l'Université de Fribourg et j'ai la chance de rencontrer le docteur Simon Garnier. Alors bonjour Simon, peut-être pour commencer, je vais vous laisser vous présenter. Volontiers. Je m'appelle Simon Garnier, je suis professeur associé au New Jersey Institute of Technology, c'est une université publique dans le New Jersey aux États-Unis. Et mon laboratoire s'intéresse en fait à toutes les questions en rapport avec l'intelligence distribuée. Donc en gros, comment est-ce que vous pouvez créer des solutions à des problèmes qui sont posés à des systèmes collectifs. Alors peut-être pour rentrer un peu plus dans le sujet, comment est-ce que vous avez découvert le blob et qu'est-ce qui vous fascine dans cet organisme ? Alors de toute façon, je l'ai découvert, je ne l'ai pas découvert, c'est quelqu'un que j'avais embauché dans mon laboratoire, Chris Reed, pour travailler sur les fourmis à l'époque, pas du tout sur le blob, qui a débarqué dans mon laboratoire avec une boîte de pétri, avec ce truc jaune fluo bizarre, et qui m'a dit « je travaille sur tes fourmis, mais je veux aussi travailler sur ce blob ». Et qui m'a ensuite convaincu en fait, que c'était un organisme très intéressant, parce qu'en fait d'abord c'est une cellule, mais c'est une cellule qui est très très spéciale, c'est une cellule qui peut être énorme en termes de taille, et c'est une cellule qui n'est pas composée, qui n'a pas qu'un seul noyau comme la plupart des cellules qui nous sont familières. C'est une cellule qui peut avoir des milliers et des milliers de noyaux. Donc c'est déjà assez bizarre comme organisme en soi. Donc ce qui est fascinant pour moi, bizarre, c'est rigolo. Et l'autre chose, c'est qu'il m'a montré qu'en fait cette cellule-là, elle est capable de résoudre des problèmes. Et des problèmes qui ont l'air compliqués. Par exemple, trouver le chemin le plus court dans un labyrinthe, c'est pas quelque chose qui a l'air facile à faire. Ou d'être capable de choisir entre une source de nourriture, celle qui a la meilleure valeur nutritive pour l'organisme. Ou d'être capable, par exemple, de remonter des gradients. De produits chimiques dans l'environnement, etc. Et donc on se retrouve comme ça face à un organisme qui est bizarre, qui est jaune, c'est quand même assez rigolo, un organisme qui est jaune fluo comme ça fait marrer quoi. Et qui est capable de démontrer quelque chose qui a l'air d'être de la cognition, qui a l'air d'être de l'intelligence. Donc moi j'étais là, très bien, on va faire ça, ça va être marrant. Puis un autre truc qui était assez rigolo, le fait que ce soit jaune, c'est un truc assez marrant, je présente ça comme le paradoxe d'Homer Simpson. Parce qu'Homer Simpson, c'est un organisme qui est jaune aussi, comme le slime mold, et c'est un organisme qui est extrêmement, qui a beaucoup de succès dans sa vie en fait. Il a un très bon boulot, il a été dans l'espace, il a rencontré quasiment tous les présidents vivants et même des présidents morts, il a été vice-champion de boxe, il est capable, aux États-Unis, ce qui est compliqué, de soutenir, d'avoir une famille avec 3 enfants, etc., de 5 personnes, avec une grande maison sur un seul salaire. Enfin, c'est un organisme par tous les... on le mesure dans son succès de n'importe quelle façon, c'est un organisme qui a beaucoup de succès, mais tout le monde sait que c'est un idiot qui n'a pas de cerveau. Et donc c'est un peu la même chose, vous avez un organisme de slime mold, le blob, qui n'a pas de cerveau, qui n'a pas de système neuronal, et qui pourtant fonctionne très très bien et qui a énormément de succès d'un point de vue écologique. Donc c'est le paradoxe d'Homer Simpson pour moi. On a déjà donc abordé certains des exploits que le blob peut réaliser, dont le labyrinthe. Une des questions qu'on peut se poser assez facilement, c'est comment il fait pour résoudre un labyrinthe ? C'est une très bonne question. On ne sait pas bien en fait comment elle... on ne sait pas bien. On a quelques idées en tête évidemment sur le sujet, et puis on a quand même des travaux qui vont dans cette direction-là. En fait, pour essayer de comprendre comment ça marche, il faut bien comprendre que cette cellule, c'est un système hydraulique en fait. Donc c'est comme un espèce de ballon plat avec un liquide à l'intérieur qui est du cytoplasme, c'est le liquide à l'intérieur de toutes les cellules. Et cette cellule est capable en fait de contracter sa membrane de manière rythmique, et ce qui pousse en fait, qui crée des gradients de pression à l'intérieur de ce ballon en fait, si vous voulez. Et ça fait se déplacer ce cytoplasme d'avant en arrière à l'intérieur de la cellule, à l'intérieur de cette cellule qui couvre le labyrinthe complet. Et en fait, ce qu'on a récemment compris, en tout cas mon laboratoire, je ne sais pas si les autres ont compris ça avant nous, mais nous avons récemment compris dans notre laboratoire que cette compression que la membrane applique sur le liquide à l'intérieur, elle ne se fait pas de la même façon partout dans la cellule. En particulier, quand une partie de la cellule est en contact avec, par exemple, la nourriture, donc quelque chose qui est attractif, la membrane à cet endroit-là va en fait arrêter ou ralentir sa contraction et en fait va devenir plus souple. Ce qui fait qu'en fait, comme tout le reste de la cellule continue de pomper, si vous voulez, eh bien, il y a un gradient de pression plus fort dans la direction
où se trouve cette partie de la membrane qui a décidé d'arrêter de faire son travail, si vous voulez. Et en fait, avec ce mécanisme, ça lui permet de très rapidement, simplement par des jeux de pression hydraulique, de rediriger de la masse cellulaire vers l'endroit où en fait il y a de la nourriture. Bon, maintenant, comment ça se passe dans le labyrinthe, parce que ça n'explique pas le labyrinthe. Les expériences qui sont faites avec le labyrinthe, ce qu'il faut savoir, c'est qu'à l'entrée, à la sortie, il y a une source de nourriture dans ces expériences. Et au départ de l'expérience, la cellule est répartie sur l'ensemble du labyrinthe. Et comme il y a ces deux sources de nourriture, en fait, il y a deux gradients de pression vers ces sources de nourriture-là. Ce qui fait que toutes les parties de la cellule qui sont très loin du chemin le plus court entre les deux points d'entrée et de sortie vont recevoir moins de pression. Et donc le cytoplasme, la masse cellulaire va s'enlever de ces parties-là, va disparaître. Donc, une fois qu'on a bien compris le mécanisme par lequel la cellule peut déplacer en fait son cytoplasme en direction d'une source de nourriture, on peut expliquer plus facilement en fait l'expérience du labyrinthe. Donc, dans cette expérience, il faut savoir que d'abord il y a deux sources de nourriture. On a une à l'entrée, une à la sortie du labyrinthe. Et la cellule, elle commence répartie sur l'ensemble du labyrinthe. Et en fait, à cause de ce mécanisme de gradient différentiel, donc qu'on vient de voir, il y a un gradient qui va à la fois vers l'entrée et un autre qui va vers la sortie en même temps. Et les parties de la cellule qui sont très loin de l'entrée et de la sortie, en fait, ont un gradient négatif. Et donc la biomasse, la masse biologique, commence à disparaître de ces parties-là. Et au final, tout ce qui reste, en fait, c'est la partie de la cellule qui est exactement sur le chemin le plus court entre l'entrée et la sortie, parce que toutes les autres parties, ayant un gradient négatif à cet endroit-là, eh bien, leur masse biologique a disparu, ou a été réabsorbé plutôt dans le reste de la cellule. Cela veut dire qu'il est capable de résoudre ce labyrinthe sans avoir de système neuronal et sans cerveau? Exactement, c'est ça qui est fascinant à propos de cette cellule, c'est qu'il n'y a pas de neurones, il n'y a pas de cerveau, il n'y a pas de mécanisme central pour calculer la solution du problème. En fait, ça exploite entièrement la physique du système. On sait très bien, si tu crées un gradient entre deux points, un gradient hydraulique entre deux points, eh bien le liquide va s'échanger plus rapidement entre ces deux points-là. Et c'est exactement ce que la cellule fait, elle exploite la physique naturelle, les propriétés naturelles de son corps pour résoudre un problème qui a l'air très compliqué, et puis au final, c'est que juste des mouvements d'eau, si on y pense un petit peu comme ça. Le blob est-il donc capable de se repérer au sein de son environnement? Alors c'est intéressant, le problème de l'exploration, c'est quelque chose qui requiert d'avoir une forme de mémoire. Parce que si on passe son temps à revenir sur nos pas, en fait on passe son temps à réexplorer des endroits où il n'y avait rien d'intéressant et on perd de l'énergie. Et donc beaucoup d'animaux, beaucoup d'organismes ont des mécanismes de mémoire spatiale qui leur permettent en fait d'éviter de se retrouver aux mêmes endroits toujours à chaque fois. Et il n'y a pas de mémoire interne comme ça chez le blob. Et en fait, le blob utilise une autre stratégie. Il laisse sur son passage en fait une espèce de trace. C'est des sucres en fait, des polysaccharides, des protéines, etc. Une espèce de résidu derrière son passage. Et en fait, ce résidu, il est capable de le redétecter. Et donc, s'il retourne sur ses pas par accident, qu'il détecte ce résidu, il va être là, j'ai déjà été ici, c'est quelque chose qui va le repousser et il va éviter comme ça de réexplorer plusieurs fois le même endroit. Donc c'est ce qu'on appelle une forme de mémoire externe. Et il y a un terme très joli également qui s'appelle la stigmergie. La stigmergie en fait c'est ça, c'est cette forme de mémoire externe, c'est l'idée qu'en fait on inscrit dans l'environnement les traces de notre travail. Dans cet exemple-là, il inscrit dans son environnement la trace de son passage. Et si on repasse au même endroit où notre trace a été laissée, ça va changer notre comportement. Donc, c'est la définition même de mémoire. C'est une trace qu'on a laissée quelque part dans son cerveau, dans l'environnement, qui change son futur comportement. Ça s'appelle stigmergie, c'est du grec qui veut dire la marque. C'est la marque du Christ sur la croix. Marque et ergon qui veut dire le travail. Donc c'est la marque, la trace du travail dans l'environnement qui peut être utilisée comme une forme de mémoire externe. Stigmergie, c'est un des plus jolis mots de la langue française. Alors, comme je l'ai expliqué plus tôt en fait, si la cellule se retrouve en contact avec un stimulus attractif,
comme une source de nourriture, en fait, cette partie de la cellule en contact avec le stimulus attractif va devenir un peu plus relâchée, en fait, va arrêter de cette contraction, la membrane va être moins rigide, si vous voulez, et en fait, juste ça suffit à ce gradient hydraulique dont on a parlé avant pour pousser de la masse cellulaire vers cet endroit-là. Donc localement, la cellule a senti, a perçu la présence de cette nourriture, mais n'a pas eu besoin de transmettre l'information plus loin dans la cellule. Tout ce que la cellule a fait, c'est localement, elle a changé la façon dont elle fonctionne localement. Et ce changement, en fait, lui permet de récupérer la masse cellulaire sans avoir à parler au reste de la cellule. C'est assez fascinant, en fait. C'est vraiment cette idée qu'on peut générer un comportement intelligent, c'est un comportement qui résout un problème dans ce cas-là, sans nécessiter une forme de communication entre les différentes parties de l'organisme. Par exemple, pour vous, si vous pincez la main, il y a un signal qui va jusqu'à votre cerveau, etc. Donc il y a un transfert d'informations et qui vous permet en fait de comprendre ce qui se passe et de réagir de manière appropriée. Et pour réagir de manière appropriée, votre cerveau renvoie un signal vers vos muscles. Mais dans le slime mold, il n'y a pas cette chaîne de communication, il n'y a pas besoin de la chaîne de communication, parce que tout se fait sous l'exploitation des gradients de pression qui sont déterminés purement localement. Y a-t-il donc une corrélation entre ces différents gradients et la capacité qu'a le blob à atteindre de très grandes tailles? Mais ça participe au fait qu'il puisse être très grand, parce qu'en fait, je ne sais pas quelles sont vos notions de physique, mais si vous utilisez prenez un ballon, un de ces longs ballons, que vous le remplissez d'eau, vous avez un petit ballon, vous appuyez sur le bout, l'eau, elle va être, vous allez avoir un transfert de masse. Vous prenez le ballon qui est 15 fois plus long, 100 fois plus long, vous pressez ici, il va y avoir un même transfert de masse. La seule différence, c'est que le transfert de masse va prendre plus de temps parce que la longueur est plus grande, mais le transfert de masse va se faire de toute façon. Et c'est un avantage quand vous êtes une cellule comme le slime mold qui peut être énorme, c'est-à-dire qu'elle peut toujours s'arranger à transférer de la masse où il y en a besoin, quelle que soit la taille de la cellule. Et il y a des expériences qui ont été faites par des laboratoires japonais dans les années, je crois, 90 ou début des années 2000, où ils ont fait grandir des cellules comme ça qui font presque 1 mètre carré. Enfin, c'est dingue de se penser qu'on ne peut pas voir les cellules de notre peau, mais on peut grandir une cellule d'1 mètre carré. Et elles grandissent à cause de ces phénomènes, de cette capacité en fait, à transférer très rapidement sa masse cellulaire en exploitant la physique de l'hydraulique de son corps. Au vu de ce que vous nous avez expliqué, peut-on dire que le Physarum polycephalum est intelligent ou qu'il fait preuve d'intelligence? Alors c'est une question philosophique très compliquée. Cela dépend en fait de comment vous définissez intelligence. Et le problème c'est que vous demandez à 3 personnes de définir intelligence et vous obtenez 4 réponses. Maintenant, tout revient à comment on définit l'intelligence. Et moi, je préfère éviter en fait d'avoir à définir ce terme-là, je préfère regarder ça d'un point de vue scientifique. Comment est-ce qu'on teste? Est-ce qu'un organisme présente une forme d'intelligence? Et en particulier, la façon dont tous les tests, ou quasiment tous les tests qu'on fait en réalité en laboratoire sur des animaux, c'est des tests de 2 types. C'est des tests sur la mémoire. Est-ce que l'organisme est capable de se rappeler de quelque chose qui lui est arrivé dans le passé, et des tests sur la capacité à résoudre des problèmes. Donc, par exemple, trouver le chemin le plus court dans un labyrinthe, comme on l'a vu juste avant. Et ce qui m'intéresse en fait, c'est quand je prends un organisme comme le slime mold, c'est est-ce que je peux créer une version de ces tests, une version où on peut tester sa mémoire, ou une version où on peut tester sa capacité à résoudre des problèmes. Et si le slime mold est capable de résoudre ce test, de passer ce test, eh bien pour moi, c'est une preuve qu'il a une forme d'intelligence. Et je dis ça, c'est très provocateur, hein, beaucoup de gens vont sauter sur leur siège, mais je dis ça parce qu'en fait, c'est la façon dont on teste ça chez les animaux également. Si je fais passer le test du labyrinthe à un rat ou une souris, on va dire le rat et la souris a une forme de mémoire spatiale, a une forme d'intelligence qui lui permet de résoudre ce problème-là. Eh bien, si on fait passer le même test au slime mold et il est capable de le résoudre, pourquoi est-ce qu'on n'appliquerait pas le même raisonnement, la même logique, que c'est une démonstration d'une forme d'intelligence? Et donc moi, j'ai une définition très pratique, en fait très appliquée d'intelligence, et je ne m'occupe pas trop des définitions philosophiques parce qu'elles sont rarement testables en laboratoire.
C'est une très très bonne question. C'est-à-dire que ce mécanisme-là, ce qui est fascinant à propos de ce mécanisme-là, c'est que de ce qu'on en a vu pour le moment, ça permet d'expliquer quasiment tous ces comportements intelligents. Donc ça permet d'expliquer comment il résout le labyrinthe, par exemple. Ça permet d'expliquer comment il peut transférer la biomasse où il y a de la nourriture. Et maintenant, on se met dans une situation où il y a deux possibilités. On peut aller à gauche ou à droite. Et il y a une des possibilités où il y a un petit peu plus, la nourriture est un peu meilleure. Et bien ce qui va se passer en fait, c'est que du côté de la cellule où la nourriture est un petit peu meilleure, en fait, la membrane de cette cellule va être un peu plus relâchée, va avoir moins de, va activer beaucoup moins ce gradient de pression. Et donc même s'il y a de la nourriture de deux côtés, il y a toujours un gradient qui va aller du côté où il y a de la nourriture de moins bonne qualité vers le côté où il y a de la nourriture de meilleure qualité, et donc la masse cellulaire qui est de ce côté-là va se transférer de toute façon vers le côté où il y a la meilleure qualité de nourriture. Et donc ça permet en fait à la cellule de faire des choix. Alors je vais mettre des guillemets autour du mot choix parce que beaucoup de gens vont vous dire qu'un choix ne peut être qu'un choix qui est conscient, mais ça lui permet en fait de sélectionner, si vous voulez, de déplacer sa masse cellulaire vers l'environnement qui lui procure le plus de bénéfices. Ça fait sens? Et maintenant, si on revient du côté du mot choix, on peut revenir à cette question d'intelligence. C'est pareil, le mot choix, c'est un mot qui est compliqué, mais quand on fait des tests sur les animaux, on les met pareil dans des choix où ils doivent déplacer leur masse physique, et on définit que la souris, par exemple, le rat a choisi un côté de l'environnement en regardant où la souris a déplacé sa masse. Et bien dans le cas du slime mold ou du blob, c'est la même chose. On regarde de quel côté la masse de l'organisme se déplace, puisqu'on le teste de la même façon et qu'on utilise les mêmes mesures pour déterminer si l'organisme a préféré un côté ou un autre. Nous utilisons aussi le mot choix dans ce cas-là. Donc encore une fois, une définition qui est pratique et scientifique de ces questions qui peuvent être très très philosophiques. Je sais pas, j'adore la philosophie, hein. Je veux pas que les gens se me disent que je suis contre la philosophie, mais la philosophie c'est pas toujours quelque chose qui peut être testé. Ah. Non, mais c'est un problème pour un scientifique. On essaie de déterminer est-ce que quelque chose est vrai ou faux, ou à quel point c'est vrai ou à quel point c'est faux. Et si on n'a pas un mécanisme ou une méthode pour le tester, bien c'est plus de la science. C'est plus compliqué. Oui, voilà. C'est beaucoup plus compliqué parce qu'un test qui soit rigoureux, quand on teste est-ce que la souris a choisi parce qu'elle est allée à gauche la nourriture qui est à gauche par rapport à la nourriture qui est à droite, on interprète en fait une observation qui est que la souris a déplacé sa masse. C'est très anthropomorphique cette façon de dire la souris a fait un choix, c'est anthropomorphique. D'accord ? Elle a fait un choix parce que si on avait été dans cette situation-là, on sait que notre cerveau aurait comparé les deux sources de nourriture et puis qu'on aurait choisi. Mais en réalité, en tant que scientifique, tout ce que j'observe, c'est un déplacement de masse. Et je dois interpréter ce déplacement de masse. Et si je l'interprète dans le cas de la souris comme un choix, eh bien je dois l'interpréter comme un choix également dans le cas du slime mold ou du blob. À l'avenir, le blob pourrait-il être utile pour les biotechnologies? Alors, pour les biotechnologies, je ne sais pas trop, mais pour les technologies en général, oui, alors, hier, justement, on vient de déposer un dossier de financement auprès de la National Science Foundation, qui est l'organisme de financement américain pour la science, pour essayer, en fait, d'utiliser ce principe hydraulique dont on a parlé juste avant, pour, en fait, optimiser des chaînes d'approvisionnement. Si vous imaginez par exemple dans un entrepôt Amazon, vous avez énormément de produits différents qui sont répartis dans une énorme surface, et il faut arriver à acheminer ces produits qui sont commandés. Donc il y a une grande diversité de produits qui sont commandés, une grande diversité de produits qui sont stockés. Et c'est très compliqué de gérer tout ça. Et on ne parle même pas du fait que les produits arrivent et doivent être stockés quelque part. C'est très très complexe comme problème. Mais on pourrait régler une partie de ce problème avec des algorithmes, le même type d'algorithme que ce que le slime mold démontre. Parce qu'en fait, le slime mold, ce qu'il fait, c'est avec ce jeu de pression de gradient hydraulique, il détermine en fait une direction entre un point de départ et un point d'arrivée, où est-ce qu'il y a quelque chose d'intéressant,
et où est-ce que cette chose intéressante doit se rendre. Et donc on peut utiliser le même principe. Alors évidemment on ne va pas utiliser des courants d'eau, etc. mais on va le simuler de manière informatique pour en fait indiquer quel doit être le chemin le plus court qu'un produit qui est stocké quelque part dans une partie de l'entrepôt doit suivre pour se retrouver au niveau de l'employé qui doit le mettre dans le paquet qui doit ensuite vous être envoyé. On peut utiliser exactement ce principe-là, ce principe hydraulique, simulé dans l'ordinateur, pour en fait générer des chaînes d'approvisionnement qui sont à la fois intelligentes, dynamiques et capables de fonctionner, même si la diversité de produits qui doivent être échangés est énorme et pas toujours prédictible. On ne sait pas toujours combien il y aura de commandes pour tel produit, on ne sait pas toujours quels produits sont stockés dans l'entrepôt. Donc on a fait une demande de financement exactement là-dessus hier, on l'a déposée pour essayer d'obtenir le financement pour démontrer que ça peut être appliqué dans ce domaine-là. En tout cas, on vous souhaite bonne chance pour ce financement pour que l'histoire continue, j'avais l'impression.